Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Ce matin, nous recevons Carole Jézéquel, commissaire-priseur. On a tous en tête l'image du commissaire-priseur qui frappe avec son marteau. Qui tape en disant « adjugé, vendu ». Eh bien, ce matin, on va aller plus loin que ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. En votre compagnie ce matin, Monique Lenormand, bonjour. Vous êtes collectionneuse. Maître Geoffroy Emonet, bonjour. Vous êtes notaire. Et Tanguy Leloncker, bonjour. Vous êtes consultant et marchand d'œuvres d'art et d'antiquité. Bienvenue à tous les quatre. Est-ce qu'on vous fait souvent la blague « adjugé, vendu » à toutes les sauces, quand on vous connaît, vous êtes commissaire-priseur, Carole Jézéquel. Pas forcément, puisque les gens ne connaissent pas toujours ce mot très particulier qui est adjugé, et qui en fait conditionne la finalité d'une vente. Je ne dis pas ce mot tout le temps, puisqu'en fait c'est ce mot-là qui en fait conditionne la vente aux enchères. Quand je ne le dis pas, ça veut dire que l'objet n'est pas vendu. D'accord. J'essaie de le dire le plus souvent possible. En tout cas, on a le sentiment que vous aviez déjà le coup de main. On va revoir une petite photo de vous où vous tendiez déjà le bras. C'était un signe prémonitoire. C'est ma maman qui avait gardé cette petite photo et je l'avais avec moi. Et en fait, là, il n'y a qu'une chose, c'est qu'il me manque le marteau. Oui, c'est ça. Là, je dis adjugé. Vous aviez quel âge sur cette photo? 3 ans environ, je pense. Finalement, quelles sont les idées reçues qui entourent votre métier? Parce que c'est vrai que je vous ai un peu réduite à adjugé, vendu. C'est quoi les clichés qu'on a souvent sur le commissaire-priseur, Carole? C'est un peu comme les clichés sur les notaires. On a un peu les mêmes défauts, soi-disant. Mais en fait, au contraire, on est, je pense, très accessible. On a des métiers publics. On s'adapte à tout type de profil, de personnes, de contextes également, plus ou moins douloureux. Et en fait, on est aussi je suis surtout une animatrice aussi. Donc, le contact du public et des gens différents, c'est vraiment notre métier. C'est de l'écoute aussi. On arrive notamment dans des inventaires de succession où on est un corps étranger qui arrive comme ça. Les gens ne nous connaissent pas dans un contexte douloureux. Et en fait, il faut vraiment un peu être caméléon, s'adapter, écouter beaucoup et être le plus discret possible pour faire son travail qui est l'inventaire des objets. Il y a un côté humain qui est sous-estimé. Alors, comment on tombe dans cet univers des commissaires-priseurs? Vous avez toujours eu un goût prononcé pour les objets d'art? Voilà, c'est pas forcément, parce que je ne suis pas du là-dessus? tout d'un milieu qui était collectionneur, mais un milieu qui vient plutôt du travail du bois, de l'ébénisterie. Mon grand-père était en fait ébéniste et cette odeur du bois en fait dans son atelier, j'avais envie de faire un métier plutôt manuel, plutôt un métier d'art, l'école Boulle. Mais mon père étant militaire, il ne m'a pas du tout orientée vers ça. Donc je suis plutôt allée vers le droit, tout d'abord. Et ensuite, un commissaire-priseur est intervenu lors d'une rencontre avec les étudiants. Et là, je me suis dit, le droit, je l'ai fait. Maintenant, je fais ce que je veux. Et ça permettait de mêler les deux, c'est-à-dire l'art et le droit. Ça paraît antinomique, mais ce métier permet de justement réunir les deux. Et en étant épanoui, puisque on a ce côté rigoureux, mais aussi on a un côté fantaisiste et curieux de tous les arts. Et justement, qu'est-ce qu'on apprend en premier lieu quand on débute dans le métier, finalement? Quand on débute dans le métier, on est stagiaire. Et c'est pour ça que j'en ai souvent. J'ai beaucoup de stagiaires et j'aime beaucoup transmettre. Le but, c'est l'expérience. C'est pour ça qu'il faut accueillir des stagiaires. Je dis à tous les professionnels. Dans le notariat, c'est peut-être moins facile, mais disons qu'avoir des stagiaires, c'est l'expérience qui va faire la différence. C'est voir beaucoup d'objets, Tanguy le dira aussi, on ne peut pas connaître tout. Donc c'est d'abord l'expérience, être curieux, voir beaucoup d'objets, regarder les objets qui nous entourent, faire les musées. Et après c'est l'expérience. Donc l'expérience du prix, on ne l'a pas tout de suite, parce que nous, on nous demande de valoriser les objets. On l'a avec l'expérience des ventes. C'est pour ça que les gens me disent « Mais comment vous pouvez dire le prix de ce bronze ?» Oui, je n'ai pas la science infuse. Je fais des ventes. Donc, en fait, c'est un marché. Ça bouge tout le temps. Il y a des modes, il y a des tendances. Les objets, parfois, ont un prix on ne sait pas pourquoi ils déclinent. Et puis d'autres, tout d'un coup, c'est à la mode. Donc, on suit les marchés. Il faut toujours être au courant de ce qui se passe. Aller voir les marchands, aller voir... les musées, les salons aussi, où on expose de très beaux objets. Et là, on va voir ce qui vraiment est tendance en ce moment. Et ça va faire le prix aussi.
On va continuer à parler de votre métier, mais on va marquer une pause. Comme chaque jour, dans Vous êtes formidable, tour d'horizon de nos plus beaux paysages bretons. Ce matin, Eva nous fait découvrir le Jardin des Arts Armiline, près de Rennes, un lieu que vous connaissez, Carole Jézéquel. Oui, et que j'espère que tout le monde connaît. L'histoire que l'on va vous raconter avec Gisèle ce matin à Châteaubourg. Merci de nous accueillir, Gisèle. Alors, on est ici dans le parc de l'hôtel Armiline, un parc qui accueille depuis 20 ans des expositions avec des œuvres monumentales. Et tout ça, c'est lié à une association d'entrepreneurs mécènes sur Châteaubourg. Racontez-nous un petit peu, puisque vous êtes la présidente de cette association. Alors donc, nous avons créé il y a 20 ans, puisque nous fêtons notre anniversaire cette année. Bon anniversaire. Merci. 20 ans, c'est un bel âge. Oui. Oui. Et donc, j'ai créé cette association à la demande d'artistes qui étaient venus exposer une année et qui avaient trouvé le lieu superbe. Donc, je me suis lancée, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée visiter les entreprises. Nous avons commencé à 11 et nous sommes 25 maintenant. Alors ce parc, justement, on y est, hein, on va s'y promener toute la matinée. Il fait 5 hectares, il est au bord de la Vilaine. Oui. Et donc vous accueillez chaque année des artistes. Comment est-ce que vous les choisissez? Quel est le mot d'ordre à chaque fois? Alors, dans les années ordinaires, si on peut dire, nous recevons des dossiers et dans ces dossiers, avec tous les mécènes, nous avons une réunion où on choisit suivant nos coups de cœur. Et on vote à main levée. Donc, c'est les 6 qui ont le plus de voix qui sont choisis. Et jusqu'ici, nous faisions que des œuvres monumentales parce que nous avons un parc d'arbres très haut, très grand. Donc, il ne faut pas que les œuvres soient écrasées. Oui, alors d'ailleurs, on voit ces arbres derrière nous. Celui-là, le séquoia, il n'a que 60 ans. Il est énorme. Comment on peut justifier que ces arbres ils soient aussi grands en seulement 60 ans? On se croirait dans les parcs américains. Parce qu'ils ont les pieds dans l'eau. C'est la Vilaine qui les nourrit. Alors, vous parliez de 6 œuvres par an dans les années ordinaires. Cette année n'est pas une année ordinaire puisque ce sont vos 20 ans. Oui. Donc là, vous avez choisi d'accueillir des artistes à la renommée internationale aussi. Et aussi de changer de thème. Cette année, nous avons choisi d'avoir des installations in situ, c'est-à-dire que les 3 artistes renommés que nous avons et internationaux que nous avons choisis sont venus l'année dernière visiter le parc, ont choisi leur emplacement et ont créé des œuvres en fonction de notre parc. Donc, notamment celle-ci. Notamment celle-ci. C'est l'œuvre de Rainer Gross qui est allemand et qui travaille, lui, avec des lattes de peuplier. Et alors, qu'est-ce qu'il a voulu représenter avec ses courbes? Alors, avec ses courbes, lui, c'est d'habiter l'espace. D'habiter l'espace avec évidemment un côté très esthétique et artistique. Et il nous a créé, disons, trois points différents. À gauche, l'œuvre sort de la Vilaine, rentre dans la terre, ressort pour, disons, escalader tous ces arbres, puisqu'il a travaillé jusqu'à 12 mètres de haut, et repart dans la terre et ressort au niveau du bâtiment. Alors on ne s'en rend pas compte, mais ça doit être des semaines et des semaines de travail, une œuvre comme celle-ci. Alors, lui, évidemment, est un disons un pro, oui. un pro de cela. Il vient avec 2 personnes avec qui il a l'habitude de travailler et il l'a fait en 2 semaines. Ah oui, bah voilà, c'est la classe. En tout cas, si vous voulez visiter le Jardin des Arts, c'est gratuit, c'est à Châteaubourg et on va continuer à vous en faire profiter puisque nous avons maintenant rendez-vous avec Véronique qui, elle, a créé une œuvre aussi monumentale mais en clématite sauvage. On vous montre ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Impressionnant, hein, cette œuvre au perché, hein, Carole. Ce qui m'impressionne surtout, c'est les personnalités locales qui font, en fait, qui soutiennent l'art et surtout le démocratiser et essayer, parce qu'elle fait beaucoup de rencontres avec aussi des scolaires. Donc je trouve que son initiative, qui est plus qu'une initiative, maintenant c'est devenu une institution. Ça fait 20 ans et ça permet de désenclaver des régions qu'on ne visite pas forcément parce qu'on va toujours vers la mer, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, surtout, de voir des enfants qui vont être confrontés à des œuvres comme ça d'artistes internationaux. Donc son initiative, vraiment, j'aimerais qu'il y en ait encore plus. Donc c'est déjà bien de sa part. Et à quoi êtes-vous sensible, vous, dans l'art, Carole Jézéquel? Qu'est-ce qui vous touche? Ce qui me touche, beaucoup de choses. C'est la diversité, en fait. Bon, moi, j'ai plus, comme j'ai beaucoup voyagé quand j'étais petite, un attachement, une attirance par rapport à l'art océanien, à l'art africain, parce que j'ai vécu en Océanie avec mon père qui était médecin militaire.
Mais après, moi, c'est toute forme d'artisanat d'art. À partir du moment où une personne a voulu créer quelque chose avec ses mains et l'a fait avec sincérité, passion et puis art, tout m'intéresse. Parce que mon métier, c'est c'est de vendre aussi des objets courants qui viennent de succession, je vide des maisons. Donc voilà, je n'ai pas à faire de différence. Je ne suis pas que dans l'art, je suis dans tous les objets du quotidien qui nous entourent. Peut-être pour nos téléspectateurs, à quoi ça ressemble une journée type avec Carole Jézéquel? Par exemple, là, à 9h30 du matin, ça correspond à quoi dans la journée de Carole? Alors, le lundi, c'est vente, c'est jour de vente. Le samedi, c'est marché. Nous ouvrons pendant le marché. Et toute la semaine, c'est pratiquement que des inventaires. C'est un métier de terrain. C'est-à-dire, je me rends au domicile de personnes qui ne connaissent pas du tout le commissaire-priseur, qui me voient arriver, qui ont un peu peur. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous prendre nos objets. Non, non. Je suis là pour les découvrir les objets qui nous entourent et d'apprendre aux personnes à mieux les regarder. Parce que lorsqu'on fait un inventaire dans une succession, les gens, en fait, c'est un décor, le décor des parents. On n'a pas vu forcément tous les objets, on ne connaît pas leur histoire. Et moi, je suis là pour les décrire et donner un prix, ce qui n'est pas évident pour eux. Et parfois, ils redécouvrent en fait les objets qui les entourent. Justement, c'est souvent vous, les notaires, qui faites appel au commissaire-priseur lors des successions. Oui, absolument, parce qu'on a besoin de faire un inventaire. Et le commissaire-priseur est un allié précieux pour nous appuyer et pour vraiment avoir son œil averti et correctement décrire, expertiser les objets et leur donner surtout une valeur. Et quand vous arrivez dans un lieu, Carole Jézéquel, vous scannez tout de suite, vous arrivez à voir ce qui est... J'essaie. D'abord, j'essaie de m'adapter au contexte. Donc souvent, le notaire m'appelle peut-être avant pour me dire, attention, c'est un contexte difficile ou pas. La plupart du temps, c'est assez classique, des personnes âgées qui décèdent. Et après, c'est vrai que je me fonds complètement dans l'histoire, je vois les photos, mais j'essaie d'être relativement neutre. Et il ne faut jamais se fier. Parfois, une maison, un appartement qui paraît modeste, un décor qui paraît aussi modeste, il peut y avoir des objets. Ne serait-ce qu'hier, lors d'un inventaire, eh bien, les héritiers voulaient tout donner. Il m'a vu, je dis, c'est très bien, mais je vais quand même vous dire les petits objets qui pourraient avoir une certaine valeur. Et en fait, il y a une chose que je n'avais pas vue, derrière des photos sur une commode. J'allais partir. Je dis, tiens, mais je n'avais pas vu ce vase. Et en fait, il y avait 2 vases qui étaient en verre signé Legras, que connaît bien Tanguy. Et en fait, il y avait une valeur quand même de 300 €. Et ils allaient quasiment ou Emmaüs ou jeter. Donc, alors là, ils étaient très contents parce qu'ils ne les avaient pas... Enfin, ils les avaient vus, ils les trouvaient jolis, ils étaient rouges, en verre. Bon. Et en fait, c'était plus que ça. C'était des vases 1900. Donc, vous voyez, il ne faut jamais, en fait... être blasé et toujours bien regarder tous les objets qui sont dans un intérieur, qui sont parfois camouflés. Parfois. Ça change la donne dans les successions, le fait de faire appel à un commissaire-priseur. Oui, parce que ça peut, premièrement, éviter des litiges. Souvent, il y a des objets qui peuvent être disputés par plusieurs, disputés gentiment ou pas, mais par plusieurs héritiers. Et là, le commissaire-priseur va être un peu le tiers de confiance parce qu'il va donner une objectivité à un montant, alors que chacun y allait éventuellement de son propre jugement. Donc ça va être plutôt un rôle de pacificateur en donnant vraiment l'expertise pour une valeur donnée et effectivement découvrir parfois des choses que les gens n'avaient pas soupçonnées. Il faut bien comprendre que les héritiers ont un degré de proximité qui n'est pas toujours le même selon les successions. Vous avez des gens qui ont habité la maison de leurs parents, ils la connaissent par cœur, mais parfois ignorent ces trésors. Et puis parfois des héritiers qui n'avaient jamais mis les pieds dans la maison. Donc là, le commissaire-priseur est très intéressant parce que c'est lui qui va partir de plus loin, entre guillemets, et il va parfois mettre en lumière des objets que personne n'avait vus. Et pas mettre une valeur affective qui souvent existe dans une famille. La valeur affective d'un objet, moi je mets une valeur réaliste qui est une valeur aux enchères publiques. C'est pas la valeur forcément... Parce que les gens maintenant, ils vont sur Internet et sur le Bon Coin, donc le prix se fait. Et justement, sur ces estimations à maison, est-ce que certains biens finissent finalement chez vous, dans vos ventes aux enchères ou pas? Alors, sur le nombre, oui, un certain nombre. Donc c'est pour ça que ça me permet, moi, de rencontrer des personnes qui n'oseront pas forcément aller à l'hôtel des ventes, ne connaissent pas le métier de commissaire-priseur, ne savent pas comment, aujourd'hui, parfois, vider une maison. Il se trouve pour eux, parce que les anciens ont accumulé, on a des greniers pleins, des caves pleines, mais comment on va faire? Déjà, au-delà de leur peine, il faut qu'ils gèrent tout ça. Donc nous, on apporte un service qui est de, en fait, inventorier, dire ce qu'il y a de la valeur, mais aussi de tout enlever. On apporte le déménagement, le stockage et après la mise en valeur
dans une vente aux enchères. Donc ça leur facilite la tâche aussi. Et parfois, il vous arrive d'intervenir sur le terrain en dehors d'une salle de vente, vous le disiez, pour l'évaluation des biens dans une maison, mais aussi lors d'une liquidation judiciaire. On a retrouvé une archive, on vous avait suivi en 2001. On regarde. Bah, je venais d'arriver, 2001. Rennes, un jour de liquidation de boulangerie, c'est le lot quotidien des commissaires-priseurs. À la vente des actifs mobiliers de la liquidation judiciaire d'aujourd'hui. Carole Jézéquel fait ses premières armes dans le métier. Ce matin-là, il faut vider tout ce qu'il reste du matériel dans cette vieille boutique qui a fait faillite. On est loin du décorum du bel hôtel des ventes. Les acheteurs potentiels, tous des boulangers en activité, sont coriaces et durs à convaincre. Il n'y a pas de boulanger sans pétrin. Alors nous allons vendre un pétrin Guibert, 3 000 francs. Alors ensuite, nous avons une plonge inox, des moules également, et l'échelle qui se trouve là. Y a-t-il preneur à 500 pour cette plonge? 3 000 francs le pétrin. Qui est intéressé par le surgélateur? Alors vous êtes venu juste pour nous voir Bon, je vais faire un effort. 2 000. Personne n'en veut? Mais enfin, 50 francs, vous avez mis à 50 francs. Sur vous, quand même. 1 000 francs le pétrin. 1 000 francs. 1 000 francs. Bon, on passe. Vous êtes trop dur. Alors, le beurre et l'argent du beurre, vous. Et le beurrier, surtout. Et la crémière en plus. C'était quoi la vente de ce matin? Une vente très dure. Très dure parce qu'ils étaient très frileux, les acheteurs. Donc on est là pour défendre le maximum. En face de nous, on a des charognards, oui. En face de nous, on a des gens qui veulent vraiment tout pour rien, qui vont vouloir, ici, ils viennent pour faire des affaires. Ils savent que c'est un contexte de liquidation, qu'on doit vendre obligatoirement. En principe, tout doit disparaître. Nous, on est là pour défendre. Donc évidemment, après, il faut qu'on ait le public. Mais c'est vrai que non, au contraire, moi, je me défends sur chaque lot. On se bat sur chaque lot. On essaie de, évidemment, parfois avec humour, parce qu'il faut quand même mettre un peu d'ambiance, animer un petit peu. Mais c'est vrai que c'est tragique, hein. C'est tragique. Voilà pour cet archive qui vous démoralisé. Ouais. Bah, c'était pas l'objet oui. Alors, de là, se souvenir. Mais c'est vrai que c'est un autre aspect dont on ne mesure pas la portée quand on est extérieur à votre métier. Voilà. C'est parfois plus connu cet aspect-là, justement. Ah. C'est le côté liquidation judiciaire. J'ai la chance, parce que c'est quand même un travail très ingrat de faire ça, parce que c'est un contexte difficile. Et puis, les acheteurs, ils sont là pour faire des affaires, comme je dis, c'est toujours le cas. Donc maintenant, moi, je m'occupe que des ventes volontaires, mais c'est bien d'avoir mis ce reportage, parce que on a une double casquette. Cette partie judiciaire, qui est faite par un associé, Xavier Goduchot, et moi, je ne m'occupe que du volontaire. Ça m'arrange, parce qu'en fait, c'est plutôt des objets qui nous entourent, donc c'est en quelque sorte plus facile. Parce qu'en fait, après, il y a d'autres difficultés, mais c'est quand même le rôle est plus simple que d'arriver dans un contexte de fin de vie d'une entreprise. Allez, on va reprendre une tonalité un peu plus légère. Je vous propose de prendre la direction du Jardin des Arts à Armiline, à Châteaubourg, où Eva nous attend. Alors, on vous avait promis des artistes ce matin dans ce magnifique Jardin des Arts de Châteaubourg. Et notre première rencontre, c'est vous, Véronique. Bonjour. Bonjour. Et alors, vous venez du Tarn et vous avez passé 4 mois ici à Châteaubourg pour produire l'œuvre qu'on a derrière nous. Cette œuvre monumentale en l'occurrence. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire? Oui, on a passé 2 mois sur celle-ci parce qu'il y en a 2 en fait. Il y en a une dans un autre parc que la ville une près de la mairie a choisi et une ici. Donc on a mis à peu près 2 mois par installation. Et alors celle-ci, c'est une tête couchée. C'est l'évocation effectivement d'une tête un petit peu couchée, posée sur l'herbe, en veille. Une tête d'homme qui dort et qui rêve. C'est un petit peu une scénographie autour du rêve que je propose sur cette installation. Et alors, elle est réalisée intégralement en clématite. En clématite sauvage. Et il y a une structure porteuse en rond d'acier que mon compagnon a réalisée. On travaille en binôme sur des installations de ce type, où il y a quand même pas mal de volume. Oui. Et donc là, c'est mélange métal et végétal. Et alors, comment est-ce que l'idée, elle vous vient? C'est le processus de création, il se fait comment? Il se fait par plusieurs étapes. Il se fait beaucoup déjà dans un premier temps où je me retrouve un petit peu à être dans la nature, à avoir des idées qui m'inspirent. Je m'inspire beaucoup de structures vivantes, existantes un peu dans la nature. Et là, en l'occurrence, c'était pendant le confinement.
Et il y a eu une vision un petit peu d'œuvre autour du rêve et comment on pouvait se projeter dans un monde un petit peu différent de ce que celui qu'on traversait, avec plein de prémices qui pouvaient nous Et alors, interpeller. l'avantage de cette œuvre, et on va le faire tout de suite, c'est qu'on peut rentrer dans la tête de cet homme couché. Et on n'est pas au bout de nos surprises parce qu'il y a autant de choses à voir à l'extérieur qu'à l'intérieur, en fait. Hein. Oui. L'idée, c'était effectivement d'avoir une vision du dehors et dedans. Déjà parce que le volume joue avec la transparence et l'environnement extérieur. Moi, je m'intéresse à ce volume graphique depuis très longtemps. Hein, et les lianes de clématite me permettent d'approcher comme ça le graphisme dans l'espace, du dessin un petit peu comme ça en 3D. Et là, à l'intérieur, il y a une structure neuronale tissée, justement avec cette plasticité cérébrale où on peut effectivement rentrer à l'intérieur et rentrer dans aussi ce que peut être le rêve de l'homme ou notre propre rêve, comment un peu on s'approprie cette dimension-là. Et où est-ce que vous trouvez autant de clématites ? Alors là, c'est dans le Tarn, c'est un endroit où il y en a beaucoup, mais j'ai aussi ramassé en Bretagne parce qu'il m'en manquait un peu, et du coup il y a un tissage effectivement territorial entre le Tarn et la Bretagne. J'en ai trouvé parce que ça pousse sur des zones calcaires. Ah oui, donc en Bretagne. Donc c'est pas trop propice, mais j'en ai trouvé quand même. Bon, en tout cas, nous on adore cette œuvre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi de la mettre en avant. Donc bravo à vous. Et j'espère que les gens seront nombreux à venir la voir. Et on va maintenant aller rencontrer Louis, qui est un jeune artiste et qui lui est en train de créer une œuvre éphémère. Il va nous raconter ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan, merci beaucoup. Retour sur ce plateau avec Carole Jézéquel, commissaire-priseur. Qui dit vente aux enchères, dit acheteur. Et Monique Lenormand fait partie de vos fidèles, Carole. Tout à fait. Donc elle va vous exprimer un peu son goût de la vente aux enchères et pourquoi et d'où ça vient et depuis combien de temps. Et elle est toujours fidèle, en effet. Alors Monique Lenormand, moi j'ai une question. Quand a été la première fois où vous avez mis les pieds dans une vente aux enchères? Est-ce que vous vous en souvenez? 50 ans. 50 ans. Ça ne nous rajeunit pas, comme on dit. Ouais. Je suis passionnée de peinture. J'ai une collection qui va du XVIe siècle, fin du XVIe, jusqu'au XXIe. Ouais. Donc c'est assez large. Ouais. Et effectivement, je suis un peu à l'italienne. Il y a plein de tableaux sur mes murs. Je ne supporte pas un mur sans tableau. Alors, est-ce que vous êtes de ceux qui recherchent un objet très précis ou qui se laissent porter au fruit des hasards et du coup qui fréquentent beaucoup de ventes aux enchères? Alors, c'est plusieurs choses. D'abord, il faut que le tableau me donne une émotion. C'est très personnel, hein, une peinture. C'est un souvenir d'enfance, c'est une émotion parce que la scène est belle. Après, il faut que le peintre, quand même, aussi, ait un peu d'intérêt, que la peinture soit bien faite. Enfin, voilà, tout ça fait partie de la sélection et mon goût est assez large. Est-ce que vous passez par la case Internet parfois ou pas? Oui, bien sûr. Alors, j'aime bien les hôtels de vente parce qu'il y a du vivant, il y a du concret. On est là dans la salle, il y a de l'émotion parce que cet objet qu'on convoite, on l'a sous les yeux. On l'a sous les yeux, on voit le numéro qui va arriver, donc le cœur commence à palpiter. Ouais, il y a un petit jeu aussi. Et puis, on lève son petit doigt pas trop haut pour pas trop montrer qu'on est acheteur. Okay. Et puis après, la commissaire-priseur a bien vu qu'on a fait un geste, donc elle vous regarde. Donc on fait juste un petit signe de la tête. D'accord. Et puis tout d'un coup, ça monte, puis il y en a qui lâchent parce qu'ils ne veulent plus aller plus haut. Et nous, moi, je ne veux pas lâcher. Donc, on reste attentif. Tout d'un coup, il y a comme une espèce de silence qui arrive parce qu'on commence à être presque plus qu'à deux, ou presque plus que le dernier. On voit le marteau qui se lève. J'imagine totalement la scène. Qui s'abat, à le juger. Et là, on sait que l'objet convoité, il est à soi. Qu'est-ce qui est excitant dans ces moments-là? Enfin, il y a toujours cette même émotion à chaque vente. On essaie d'avoir une intensité parce qu'on sait que cet objet est convoité par une personne et nous, on va un peu jouer là-dessus aussi. C'est-à-dire, notre rôle, c'est quand même de vendre le plus cher possible pour le vendeur qui a fait appel à nous. Donc, après, il y a la publicité, il y a la mise en scène de la salle. Il faut donner envie aux gens d'acheter tout type de produits, qui parfois ne sont pas très sexy, si vous voulez. Comme quoi, par exemple? En fait, les beaux objets, il n'y a rien de plus facile à vendre, puisque de toute façon, tout le monde en veut. Mais après, il y a des objets... Type, actuellement, c'est l'armoire en chêne. Voilà. Ou l'armoire en merisier, évidemment, personne n'en veut. Alors là, il faut déployer beaucoup de savoir-faire, il faut faire de l'humour. Mais voilà. Donc après,
on sent l'intensité dans le regard, ça se passe vraiment entre nous. C'est pour ça que dans la salle des ventes, c'est beaucoup plus passionnant que maintenant avec Internet, où je n'ai pas mes interlocuteurs en face. Donc, mais dès que j'ai quelqu'un, je vais aussi, c'est aussi un acteur, c'est lui qui va faire le prix finalement. Moi, je suis là pour lui proposer. Mais Monique, elle sait très bien le prix qu'elle va mettre, mais je vais essayer de la faire aller le plus loin possible. Ouais. Donc ça se passe dans le regard. Et après, quand je sens, il y a des gens qui disent, qui souffrent, parce qu'en fait, ils n'en peuvent plus. Quand je dis, allez, on respire, ça va bien se passer, et on y va et on reprend. Donc en fait, c'est aussi de l'impro, c'est un jeu avec des gens que je ne connais pas parfois. Mais c'est ça qui leur plaît aussi. Et est-ce que chez Monique, c'est un peu la caserne d'Ali Baba, la caverne d'Ali Baba, il y a plein de tableaux. Il y a effectivement beaucoup de tableaux. Je ne les ai pas comptés, mais j'en ai au moins plus de 150. Ouais. Mais maintenant, je vais songer aussi à en changer, parce que c'est ça, le collectionneur. Oui. Il aime les œuvres à un moment, à un autre moment, il en veut d'autres. Donc, du coup, vous les revendez aussi. Je vais en revendre pour en racheter d'autres. Et également, je demande j'ai 2 petits-enfants, je leur demande s'il y a des choses qui vont leur plaire, et j'en prendrai un peu pour eux. Mais ça sera plus vers le street art. Ah, complètement rien à voir. Entre le XVIe siècle et le street art, grand écart. C'est grand écart, pas de souci. Et comment vous trouvez que votre clientèle a évolué depuis 2001, Carole? Est-ce que finalement, les acheteurs, ils ont plus le profil de Monique, plutôt retraité plutôt dans le classique? Est-ce que c'est beaucoup plus vaste qu'on ne le pense? Alors mes clients, c'est à la fois des vendeurs et des acheteurs. Les vendeurs, ça reste quand même des personnes qui sont plutôt des seniors, qui ont accumulé des biens. Et les acheteurs, maintenant, en effet, ont beaucoup évolué, surtout depuis la pandémie. Ils se sont tous mis sur Internet. Et actuellement, nous avons, tous les commissaires-priseurs de France, une plateforme qui existe et qui permet de visiter toutes les salles de France en direct, d'assister à la vente, de cliquer. Donc ça a complètement révolutionné. Donc depuis 2 ans, on a multiplié. Alors on a un peu vidé les salles, puisque maintenant même nos clients locaux se mettent sur cette plateforme qui est Interenchères Live ou Drouot Live et en fait vont cliquer. Et comme ils nous font confiance, ils n'ont pas besoin de voir l'objet. Alors nous, ça nous paraissait impensable qu'on achète des choses courantes sur Internet, oui, mais là, même des objets d'art. Alors nous, ça nous demande de faire énormément de photos, c'est-à-dire on en fait 5 ou 6 par objet. Après, ils vont nous redemander des détails. Maintenant, quand on vend des bijoux, il faut porter le bijou sur soi et faire une vidéo. Donc si vous voulez, nous, on a dû déployer pas mal de... Mais ça nous a poussé aussi à encore mieux décrire, les états notamment, et aussi à faire de belles photos sans les retoucher. Attention, l'objet doit être tel qu'il est. Donc voilà, ça a beaucoup évolué et rajeuni aussi au niveau des acheteurs. On le voit bien à Rennes, tous les samedis pendant le marché, eh bien, on a des jeunes couples qui maintenant se disent on a moins envie d'acheter du « i », vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on voudrait des objets qui représentent un peu notre passé, notre patrimoine, mais pas en avoir forcément beaucoup, mais en avoir quelques-uns. Ils sont très demandeurs, ils sont curieux. Et ça, pour nous, c'est un bonheur de les voir nous poser des questions. Alors, vous avez souhaité aussi mettre à l'honneur ce matin Tanguy Le Loncaire, marchand d'œuvres d'art et d'antiquités. Vous êtes aussi spécialiste des arts en Bretagne au XXe siècle. Juste, quelle est la particularité de cette période du XXe siècle? Écoutez, en fait, en Bretagne, comme plus généralement en Europe, il y a eu au XXe siècle des mouvements d'artistes qui se sont constitués pour renouveler le regard et la création sur les arts traditionnels, on va dire, et donc qui ont créé et qui ont modernisé le répertoire décoratif, des arts appliqués, des arts décoratifs. Donc ici en Bretagne. Et vous faites souvent appel à Tanguy Le Loncaire, Carole Jézéquel? Je vais faire appel à lui de plus en plus, puisque nous avons décidé d'organiser une vente qui sera la vente du centenaire du mouvement Cesbreur. Vous voyez, notre rôle, c'est ça aussi, avec des experts et avec le commissaire-priseur, c'est-à-dire de révéler le patrimoine, mais aussi de faire revivre aussi des artistes qui sont un peu tombés dans l'oubli. Notre rôle, c'est aussi de mettre en valeur, notamment notre patrimoine breton, puisqu'on est en Bretagne et on veut le défendre. Et donc, dès que je vais avoir un objet qui a été créé par un breton et puis un artiste breton ou en Bretagne à cette période, eh bien, je vais interroger Tanguy Le Loncaire qui va me donner un prix, puisque lui, il est spécialiste de ça. Il connaît... Moi, je suis une généraliste. Nous, on est vraiment le commissaire. On ne peut pas tout connaître. Donc, on ne peut pas travailler seul. Donc, déjà, j'ai une équipe assez importante. Mais aussi, je suis entourée de gens indépendants qui sont experts en la matière. Voilà, c'est ça, qui vont me donner un petit peu ils connaissent le marché
très pointu, qui est très étroit, ce marché des arts bretons et des artistes bretons du XXe siècle. Donc lui, il va me donner une estimation, il va faire la recherche également de tout l'historique de l'objet, notamment des fauteuils qu'on va avoir à cette vente. Et justement, qui dit objet rare, expert pointu, vous nous avez apporté quelque chose de très précieux ce matin, Tanguy Lelanquer. Oui, je vous ai apporté une sculpture qui va nous permettre un peu de mettre des images sur cet art que vous voulez soutenir. Oui. En fait, il s'agit d'une sculpture de René-Yves Creston, qui est un des fondateurs du mouvement Seisbreur. C'est une sculpture qui a été éditée par la faïencerie Henriot à Quimper, que tout le monde connaît bien sûr, et qui, à cette époque, les faïenceries quimpéroises ont énormément édité et promu ces jeunes artistes, puisqu'à l'époque, ils avaient entre 20 et 30 ans, les créateurs de ce mouvement Art Seisbreur, donc les époux Creston, Jeanne Malivelle, Georges Robin, c'était vraiment des très jeunes gens et qui étaient, dès le départ, qui ont été soutenus par les faïenceries quimpéroises. Et c'est important de souligner, ça montre aussi qu'à cette époque, il y avait tout un terreau, que ça soit au niveau des artistes et des artisans, mais aussi au niveau des industriels, pour vraiment renouveler le regard qu'on pouvait porter sur l'art en Bretagne. Et qu'est-ce que ça représente, du coup? Comment vous avez trouvé cet objet et qu'est-ce que vous y voyez comme lecture de cet objet? C'est une sculpture qui fait partie d'un ensemble de 3 sculptures. Oui. Eh ben, donc je vais vous la présenter. Donc il s'agit de femmes. Voilà, ce sont 2 femmes de paludières en fait. Donc ce sont des femmes qui s'occupaient de récolter et de transporter le sel dans la région de Guérande. Et ce sont 2 paludières qui portent la gède. Donc c'est un panier qui était rempli de sel. Et c'est des paniers très lourds. Et Creston, sur cette sculpture, a voulu vraiment montrer la difficulté et le travail que ça pouvait représenter. Et magnifier vraiment le travail de ces paludières. Donc en fait, c'est une sculpture qui si je l'ai amenée aujourd'hui, il y a aussi une petite idée derrière, puisque c'est une sculpture qui fait partie d'un ensemble de... C'est un triptyque. Voilà, de 3 sculptures. Et je suis à la recherche depuis maintenant de nombreuses années. Voilà, appel à... Le message est lancé. Voilà, j'aimerais vraiment reconstituer voilà, exactement le premier mouvement, donc qui sont les 2 paludières qui ramassent la gède au sol. Et le dernier mouvement, c'est une paludière. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'elles lèvent toutes les 2 la gède pour que l'une des 2 puisse partir avec... jamais. La télé fait parfois des miracles. Voilà, vous avez entendu l'appel de Tanguy. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil du côté des Jardins des Arts, Arméline, où Evan nous attend. La suite et fin de notre balade au Jardin des Arts de Châteaubourg, c'est en compagnie de Louis. Louis, toi tu es breton, tu as fait les Beaux-Arts à Rennes et tu vas nous présenter l'œuvre que tu as construite qui est derrière nous. Oui, donc voilà, comme vous avez dit, je suis sorti des Beaux-Arts en 2019 et puis en fait je me suis attelé au travail de la matière naturelle, récolte en fait de matériaux naturels. Et là on est en présence de Stipa tenuissima qui sont des graines de cheveux d'ange. Donc on peut voir comme ça en fait c'est une fibre naturelle, c'est que des graines en fait et qui se maintient entre elles très naturellement sans additifs ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est une matière que j'utilise depuis des années et en fait, donc elle est cyclée en fait, comme ce principe de travail avec les saisons. Et là, en fait, j'avais envie de la mettre en situation pour pouvoir la faire retourner au sol et en fait pouvoir renouveler la plante, c'est-à-dire avoir la plante et puis refaire une nouvelle récolte. Alors on va se positionner devant parce que je pense que ça parlera un petit peu plus. Tu as voulu créer aussi une forme circulaire, en hommage peut-être au soleil, quand on le voit comme ça d'ici. Voilà, c'est un peu un hommage, c'est pas forcément un hommage, la forme en soi est plus une manière de diffuser la matière plus qu'autre chose. Après, c'est beaucoup inspiré des œuvres d'Olafur Eliasson qui a fait des grands soleils aussi. Je voulais mon soleil. Et voilà, on a ce soleil en fait c'est une matière, du coup la matière est compactée entre des tressages qui sont faits en sisal. Et l'idée en fait c'est qu'au fur et à mesure du temps, l'œuvre évolue et qu'en fait les graines retournent au sol, en fait se décrochent avec les intempéries, tout ça, et retournent dans ce cercle de terre
et qu'enfin produisent cette plante de stipa et qu'après on puisse récolter. Donc il y aura un champ bientôt au pied de l'œuvre. Il y aura un champ de, champ. voilà, un petit champ de Okay. un petit champ comme je les aime avec plein de stipa. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup. Je te laisse retourner à l'installation. Et puis nous, on va conclure avec vous, Gisèle, puisque vous êtes la présidente de l'association qui organise ce Jardin des Arts depuis 20 ans. Et vous avez une volonté, c'est de partager l'art aussi avec les écoles de Châteaubourg. Racontez-nous. Alors nous avons commencé notre action avec les écoles en 2006. Bon, ça fait déjà évidemment 16 ans. Et pourquoi? Parce qu'une année, les visiteurs m'avaient reproché un petit peu mon côté... pur et dur dans l'art contemporain, alors que les enfants... Oh, le visiteur est dur quand même. Oui, quelquefois. Mais vous savez, ils donnent leurs avis, donnent leurs avis, hein, c'est normal. Et alors que les enfants n'avaient pas de problème du tout. Donc, j'ai décidé, avec tous les mécènes, de faire une action dans les écoles. Nous faisons cette action dans 6 écoles différentes et nous restons avec les enfants pendant 3 ans pour ne pas que ce soit du zapping. Et du coup, maintenant, on peut voir les œuvres réalisées par les enfants dans le jardin. Dans le jardin, exactement. Tous les ans, les enfants font une œuvre commune et pour chaque classe et évidemment, il expose avec les autres. Peut-être nous aurons des futurs artistes. Peut-être. Ce serait super. En tout cas, merci beaucoup, Gisèle. C'était une très belle découverte. Je vous invite vraiment à venir au Jardin des Arts de Châteaubourg. C'est gratuit et c'est tout l'été. Du 1er mai au 15 septembre. Voilà, donc venez vite. Bonne journée. Merci beaucoup, Evan. Bonne journée à toi. Evan parlait à l'instant de la nouvelle génération. Est-ce que cette nouvelle génération, elle s'intéresse aussi au métier de commissaire-priseur, Carole? Alors, je reçois un nombre de CV. Ah bon? Ah oui, non, mais ça me fait plaisir. Hein. Mais je ne peux pas prendre toutes les stagiaires. D'accord. Donc, il y en a souvent 4 en moyenne. Ouais. Donc, on attire beaucoup parce que c'est un métier qui fait rêver, et tant mieux. Ouais. Je suis là pour faire rêver les acheteurs et les vendeurs. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas de problème de recrutement, comme peuvent avoir d'ailleurs les notaires parfois. Ouais. Donc, et puis, certains métiers qui sont plus ou moins compliqués, complexes. C'est vrai que c'est un métier qui, en fait, mêle un peu de tout. C'est-à-dire, on est des chercheurs, comme avec les marchands également qui sont des chercheurs. On est des organisateurs d'événements. On est un métier humain, un métier de contact. Donc, on arrive à tout faire dans ce métier qui est tellement complet et qui est très épanouissant pour les stagiaires, parce que les stagiaires, ils veulent toujours revenir chez moi. Et j'essaie de leur transmettre aussi ma passion, ce n'est pas très difficile d'ailleurs, je pense. Donc, non, ça attire vraiment une nouvelle génération et tant mieux. Un petit jeu de questions-réponses, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Maintenant que vous avez de la bouteille, on peut le dire. Oui, vu le changement depuis 2001, j'ai de la bouteille. Quelle est votre plus belle trouvaille? La plus belle trouvaille, ça reste un tableau de Maximilien Luce, qui était... Monique était à la vente, peut-être. Et j'en ai acheté un. Oui, en effet. Donc, bon, c'est la plus belle, si vous voulez, en chiffres. Après, il y en a plein d'autres. 1 million... Alors, c'était 970 000 euros sans les frais. Donc, plus d'1 million. Évidemment, ce n'est pas le quotidien. Rassurez-vous, surtout. Et peut-être votre achat, en tant que commissaire-priseur, le plus inattendu? Quelque chose que vous auriez acheté et vous vous dites « Ah, j'aurais jamais pensé prendre quelque chose comme ça ». Oui, mais alors, en principe, si vous voulez, nous n'avons pas le droit d'acheter ni de revendre. C'est ce qui fait justement l'intégrité du métier. Donc, quand j'achète à l'extérieur. Oui, c'est ça. Donc, moi, je vais acheter plutôt des artistes bretons. Et puis, j'aimerais bien acheter les fauteuils de Jeanne Malivelle, mais je n'ai pas le droit d'acheter à la prochaine vente du mouvement 16 Breur. Donc, moi, j'ai plein de tentations. Mais ce qui me plaît, c'est surtout de découvrir. Ce n'est pas de posséder. Commissaire-priseur, un métier de tentation et de passion. Merci beaucoup, Carole Jézéquel, d'avoir été avec nous. Merci à tous les 3 pour votre participation. On a une petite tradition dans cette émission, la photo de fin d'émission. C'est l'heure. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. On se retrouve dès demain pour une nouvelle rencontre. Bonne journée. C'est parti, Carole. Bah oui, ça passe vite. Alors, vous êtes prêts? Oui, parce que je suis très mauvaise. J'espère faire... Voilà, et je n'y arrive toujours pas. Comme je sors. Voilà.